Beyond Aero. Europe 1, la France bouge. La pépite. C'est vous, l'autre pépite de ce soir, après Yannick Assouad, bien sûr. C'est vous, Hugo Tarlet, 29 ans à peine, et vous avez lancé l'entreprise, vous en aviez 24. C'est ça, exactement, en décembre 2020. Alors, vous aviez le courage, là, décembre 2020, on est en pleine crise sanitaire. Voilà, c'est ça. Donc effectivement, nos confrères de chez Thales parlaient de l'avant-après Covid. Nous, on n'a pas connu l'avant-Covid. Vous avez démarré le pendant et l'après. On a uniquement connu l'après-Covid. L'entreprise est donc née en décembre 2020. Vous êtes un passionné d'aéronautique, Hugo Tarlet. Vous avez fait Supaéro à Toulouse. C'est ça. C'est une école d'ingénieurs aéronautiques. Vous avez fait aussi, vous êtes allé voir du côté de l'entrepreneuriat pour comprendre, pas que l'aspect ingénieur, mais comprendre comment on entreprend. Vous avez fait un double diplôme polytechnique à HEC dans le cadre d'un master. Toujours passionné. Pourquoi vous êtes allé vers cet univers de l'aviation d'affaires, Hugo Tarlet? Alors, c'est purement des raisons qui sont stratégiques. Beyond Aero, on développe un avion d'affaires électrique hydrogène. Vous allez pitcher, tiens. Je sens que vous avez envie. Allez, c'est quoi Beyond Aero? Donc Beyond Aero, Beyond Aero, c'est une entreprise toulousaine. Nous sommes un avionneur, donc c'est-à-dire qu'on conçoit et on commercialise un avion d'affaires électrique hydrogène. Électrique puisque justement la motorisation est électrique, et hydrogène puisque ce qui va alimenter le moteur électrique, c'est une pile à combustible hydrogène. Notre avion d'affaires a une autonomie de 1500 km. Donc 1500 km, c'est des marchés intracontinentaux. Donc si on prend le cas de l'Europe, on est sur par exemple le très connu dans le milieu de l'aviation d'affaires Paris-Genève, c'est inférieur à 1500 km. Beyond Aero, c'est une entreprise toulousaine. Aujourd'hui, on est 70 ingénieurs. En tant que start-up, on a levé un montant total cumulé de 44 millions. Et très récemment, il y a un peu moins d'un an, on a fait voler notre premier prototype, qui est le premier avion hydrogène qui a volé depuis le sol français. Et il y avait un pilote à l'intérieur de cet avion, c'était pas un drone. Merci pour votre pitch, Hugo Tarlet, pour Beyond Aero. Ça s'est bien passé, ce premier vol? Très bien, oui, absolument. Oui. Allez-y. Non, mais c'était effectivement une belle aventure d'équipe. C'est la première fois qu'on travaillait avec un pilote, et nous, en tant qu'ingénieurs, nous ne sommes pas des pilotes. Et effectivement, en tant qu'entreprise aéronautique, c'est très important au début de pouvoir montrer notre crédibilité et de montrer qu'on est capable d'aller jusqu'à l'exercice des essais en vol, c'est-à-dire jusqu'au bout. Et effectivement, on a pu travailler avec un pilote, on a appris beaucoup de choses. Mais le pilote, il avait évidemment, il a su, mais il a dû se former, parce que est-ce que piloter un avion à hydrogène électrique, est-ce que c'est la même chose qu'un avion classique? Notre prototype a été pensé de la manière suivante, c'est-à-dire que pour le pilote, il n'y a rien qui change. Il n'y a rien qui a changé, voilà. D'accord. La différence, c'est qu'il a un petit peu plus de puissance instantanément, un peu comme quand on conduit une Tesla. Donc on peut accélérer un peu plus vite, mais sinon, effectivement, pour le pilote, il n'y a rien qui change. Ça vous parle, Yannick Assouad, vous êtes la patronne avionique chez Thales, parce que vous êtes pilote, je le disais tout à l'heure. Oui. Donc vous savez de quoi on parle. Ça doit être génial pour les ingénieurs d'avoir une patronne, dire que quand ils vous parlent des détails, vous comprenez tout. Et ils savent que vous comprenez tout. C'est un avantage pour moi. C'est un avantage et un inconvénient pour eux. J'imagine. Ils peuvent pas vous embrouiller. Voilà. Donc c'est difficile de me dire des choses qui seraient pas réelles, pas correctes. Et effectivement, ça me donne la capacité de poser les bonnes questions, parce que je sais où sont les difficultés. C'est formidable. Donc ça aide énormément, effectivement, dans mon travail d'être à la fois pilote et ingénieur. Ça vous parle, Beyond Aero? Bien sûr que ça me parle. L'avion hydrogène électrique? Bien sûr que ça me parle. Je pense que les innovations dans l'aéronautique sont souvent parties de la petite aviation. On a fait des petits avions avant de faire des gros avions, et je suis convaincue que s'agissant de l'hydrogène, on aura des avions d'aviation générale qui voleront et qui seront certifiés bien avant qu'on puisse faire un avion commercial à base d'hydrogène, pour plein de raisons liées à la sécurité, liées à la redondance qui est moins obligatoire sur un avion d'aviation générale que sur un avion de commerce, de voyage. Donc clairement, on a différents règlements dans notre métier, le règlement le plus permissif, on va dire, c'est ce qu'on appelle la CS23,
par opposition à la CS-25 qui adresse les avions commerciaux. Et clairement, je suis convaincue qu'on certifiera un avion CS-23 avant de certifier un CS-25 avec de l'hydrogène. C'est effectivement le pari qu'on fait. Donc c'est très utile, les startups dans l'aviation. Thales rachète ou regarde ce que font les startups on ou regarde investissent ce que font les startups dans nos domaines, par exemple le domaine quantique, le domaine de l'intelligence artificielle, bien évidemment. Nous, on ne fait pas des avions, on fait des équipements avions. C'est pour ça, ouais, voilà. Et par contre, on est très friand de coopérer avec nos systèmes sur les avions de bien plus petite dimension, ce qu'on fait avec beaucoup des collègues de Biong Aero. Je me tourne vers le coach de ce soir, Vincent Redrato, qui a monté sa boîte, CEO de Digital Native Group. Le pitch était très bien, hein. Très clair. Très clair. Les forces pour vous, vous avez étudié, Vincent, le Beyond Aero, les forces de la start-up. Bon, c'est l'innovation, j'imagine. Hein. Mais comme on le disait juste avant, souvent les forces en fait sont souvent en fait le miroir des faiblesses potentielles. Et en fait, les forces, c'est équipe d'ingénieurs, grosse capacité technique à innover. Ce qui est très intéressant quand on est une start-up comme la vôtre dans ce milieu très réglementé, c'est que vous partez d'une feuille blanche, alors que la plupart vont essayer de rentrer avec leur legacy technique. Et ça, c'est absolument génial. Mais nous, de notre expérience, ce que l'on voit, c'est souvent les équipes très ingénieurs arrivent à créer un super produit qui marche et qui performe, mais oublient parfois un petit peu le côté marketing et commercial, et notamment l'aspect chez vous qui... Mais est-ce qu'ils en ont besoin là aujourd'hui ? On en a besoin. Ouais. En fait, justement, pourquoi j'en parle, c'est qu'a priori, si je fais un miroir, tout à l'heure, tu évoquais Tesla. Ce qui était assez extraordinaire, c'est que tout le monde disait mais jamais on vendra des voitures en ligne, et pourtant ils ont eu des millions de gens qui ont précommandé une voiture en ligne alors qu'ils savaient même pas quand elle allait sortir, si elle allait marcher, pas marcher. Et en fait, je trouve que dans ce type de métier, même si l'acheteur final ne serait pas un consommateur ou un chef d'entreprise, mais pourrait être une société intermédiaire, en fait, c'est toujours plus fort quand l'acheteur potentiel a été ciblé d'un point de vue marketing et qu'il est embarqué dans ce message, que ce soit par la prise de parole des dirigeants, dans la presse, ou ce que vous faites d'ailleurs en ce moment précis, ou dans les médias, mais aussi d'un point de vue marketing, utilisateur, parce qu'en fait, ce que vous m'évoquiez tout à l'heure, c'est on peut déjà commencer à faire de la précommande, on peut commencer déjà à se projeter en fait dans l'avion finalement, et je trouve que ça c'est l'élément souvent clé, parce qu'on est tellement passionné du produit, de la technique, qu'on veut que ça soit parfait. Et ça prend déjà tellement d'énergie, tellement d'efforts. Il faut qu'ils trouvent des ambassadeurs, il faut faire quoi ? Mais en fait, il y a plein de choses à faire, mais il y a déjà effectivement... Que pouvez-vous lui conseiller, Vincent ? Je vous donne un exemple. Tout à l'heure, tu citais, on a 70 ingénieurs. C'est pour montrer que la culture d'entreprise, sur les 70, sur tous les collaborateurs sont ingénieurs. Est-ce qu'il y a des gens en marketing ou en commercial? Il y en a ou pas? Il y en a absolument. Mais ils ont oublié. Non, pas du tout. Mais non, ils sont très importants. Et d'ailleurs, le succès de Beyond Aero, c'est un succès écosystémique. C'est bien, si vous écoutez, vous sortez les rames, mais c'est très bien. On peut mentionner les fournisseurs techniques, les partenaires, mais il y a aussi les aéroports, il y a les investisseurs. Et surtout, au bout du compte, c'est le client. Ouais, c'est si le client peut acheter notre avion. Vos clients, ça va être des grands groupes, des grandes entreprises ou des richissimes hommes d'affaires. C'est qui vos clients? Ça peut être les deux, et ça peut aussi être des compagnies d'avions d'affaires. Et effectivement, c'est des choses qui existent. Donc aujourd'hui, on discute avec des grandes entreprises qui ont une petite flotte d'avions d'affaires, mais aussi des hommes d'affaires ou des femmes d'ailleurs, mais plutôt des personnes qui sont assez fortunées, pardon. Et puis aussi les compagnies d'avions d'affaires qui parfois ne détiennent pas un avion d'affaires, mais en tout cas, il les opère. Et ça, c'est effectivement très important. Il faut que notre produit soit développé en coopération avec ces gens-là. Avec ces gens-là, et puis surtout qu'on le comprenne bien. Donc pour ça, il faut quoi? Des opérations, peut-être de démonstration, non, Vincent? Mais en fait, ce qu'on oublie souvent, c'est que même si l'acheteur final ne peut pas l'acheter directement, c'est lui qui va l'utiliser. Exactement. Et en fait, le meilleur marketing, c'est pas toujours de marketer l'intermédiaire, c'est de marketer l'utilisateur final pour que lui-même le demande aux compagnies. Et au bout d'une certaine demande, la compagnie n'aura pas le choix que de le commander. Et donc en fait, c'est vrai que ça passe par énormément de leviers qui sont pour le coup là vraiment liés au digital et au consumer. Beaucoup d'ambassadeurs, énormément. On parle souvent du digital, mais en fait dans tous les métiers où il y a un produit physique, à un moment il y a une expérience, c'est faire vivre cette expérience et la filmer, la documenter et la diffuser au maximum. Et c'est vrai que ces leviers-là, aujourd'hui avec les outils que l'on a, sont absolument extraordinaires et permettent des points de croissance assez forts, et surtout, vous n'allez pas être le seul à se développer et à se lancer là-dessus, mais c'est comment vous êtes dans une petite communauté qui marche beaucoup par recommandation et par bouche-oreille. Si on est dans le vol d'affaires, les gens se connaissent, utilisent les mêmes compagnies, et donc en fait, comment on arrive à s'intégrer dans ces réseaux-là qui sont assez fermés,
pour en fait faire vivre des expériences et avoir des bouches-oreilles assez énormes. En tant que start-up, on a une réalité économique, c'est-à-dire qu'on est obligé de lever des fonds. Tout d'abord avec des business angels, ensuite avec des fonds d'investissement en start-up. 44 millions d'euros levés là. Exactement, cumulés. Et ces gens-là sont des gens qui, pour beaucoup, sont aussi utilisateurs d'avions d'affaires. Donc en fait, nos investisseurs d'aujourd'hui, sont vos futurs clients. C'est nos futurs clients. Donc en fait, ils montent au capital. On va dire que le sujet, voient un intérêt. Le sujet qu'on est en train de traiter les concerne directement, c'est-à-dire voler avec un avion d'affaires d'un point de vue décarboné, ça les concerne directement. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'innovations dans le monde de l'aviation depuis toujours qui sont arrivées par l'aviation d'affaires, puisque c'est dans ce segment-là qu'il y a des grosses capacités d'investissement. C'est intéressant parce que c'est vraiment un écosystème. Hein. C'est les investisseurs qui sont les futurs clients, qui voilà, c'est bien parce que finalement c'est bien pensé. Pour pouvoir se développer. Absolument. Et l'écosystème de l'hydrogène, on a mentionné justement les investisseurs, on a mentionné les fournisseurs, les partenaires techniques, mais il y a aussi les régulateurs, les autorités de certification, il y a aussi les soutiens gouvernementaux. Et en fait, pour que demain notre industrie soit plus électrifiée et ou aussi que notre industrie se tourne beaucoup plus vers l'hydrogène, c'est pas Beyond Aero tout seul, c'est pas Beyond Aero avec ses clients, mais c'est aussi Beyond Aero avec les autorités de certification, avec les soutiens gouvernementaux, etc. Tout est fabriqué à Toulouse. L'avion est fabriqué à Toulouse. Alors l'avion, effectivement, il est conçu à Toulouse, mais on a des partenaires techniques, puisque nous, on est une start-up, on peut pas tout concevoir, mais au même titre que Airbus, Dassault, etc. En France, aussi en Europe, mais aussi aux États-Unis. Voilà, des gens qui travaillent sur l'électronique. On peut pas tout faire encore en France. Sur les aérostructures. On peut faire beaucoup de choses en France, mais pas tout. Yannick Assouad, non, on peut tout faire. On peut faire un avion du nez à la queue en France. Et d'ailleurs, on est le seul pays aujourd'hui, avec les États-Unis, à savoir le faire. Et c'est grâce à l'écosystème que vous décriviez à l'instant que c'est possible. Par contre, un avion donné, parce qu'il y a des appels d'offres sur l'ensemble des systèmes, ne sera pas fait en France. Mais on sait tout faire possible en France. On sait tout faire. Et d'ailleurs, si je peux rajouter un mot là-dessus, c'est la force de l'écosystème français emmené par son syndicat, qui s'appelle le GIFAS, le Groupement des industries françaises de l'aéronautique et du spatial, qui effectivement fédère tout cet écosystème, qui parle avec nos gouvernements pour que l'aéronautique ait du soutien. Et c'est pour ça que depuis pratiquement maintenant, post-Seconde Guerre mondiale, on est monté en puissance et qu'aujourd'hui, on a l'acteur numéro 1 mondial avec Airbus, en France et en Allemagne, on va dire avec les deux pieds, mais c'est grâce aussi à cet écosystème et à tout le soutien de cet écosystème qu'on en est là. Donc on peut être fier d'être français. On peut être très très fier de notre aéronautique française, qui est probablement un exemple à suivre, je dirais, de coopération entre les gouvernements, à la fois français et européens, et le privé. Puisqu'on a su un avion, et je pense que Beyond Aero vivra la même expérience, on met 15 ans à maturer les technologies, on le produit pendant 40 à 50 ans. Là, 320 a été conçu dans le milieu des années 80. Le 737 de Boeing a été conçu dans les années 70. Aujourd'hui, il est toujours vendu. C'est ce fameux temps long dont vous parliez. Tout à fait. Yannick Assouad, patronne de l'avionique chez Thales. Allez, vous restez autour de la table de La France Bouge. On évoquait les avions verts tout à l'heure, les avions militaires avec vous, Yannick Assouad, à suivre une start-up qui a conçu une IA, une intelligence artificielle d'analyse des flux vidéo transmis en temps réel par les drones. Oui, pour repérer le moindre élément ou mouvement suspect, peu visible à l'œil nu par l'être humain. Elle s'appelle Altares et on va découvrir tout ça dans un instant, juste après un peu de Véronique Sanson, chanson sur une drôle